Et avant que les autorités nous prennent le dessus sur l'affaire, nous avons assisté à l'effondrement d'une partie du secteur nord du viaduc de la corniche de Brazzaville. Voilà. Bienvenue donc sur ce journal de la communauté. Nous avons un technicien, Bernard Pongui, certainement vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, mais il vient en tant que technicien commenter les images que vous avez publiées notamment. Je ne sais pas si je pourrais avoir ces images sur votre réseau, voilà, vous avez, chers amis, je vous montre donc des images que je viens de recevoir il y a quelques minutes, notamment sur la Tiémé. Alors vous allez, voilà, donc je vous montre ces images. Voilà, ça c'est un autre danger. Je ne sais pas si, M. Boumbeya, vous avez vu ces images ce matin? Oui, j'ai pu voir les images. Le site. Est-ce que vous reconnaissez ce site-là? Le site, je ne le reconnais pas, mais je ne pense pas que ce soit à la Tiémé. Parce que je me suis renseigné, on a dit qu'il y a débordement des eaux à la Tiémé, mais pas. Ben voilà, on nous dit pont de la Tiémé, voici, voilà, il s'agit certainement du pont de la Tiémé, selon des images que nous avons. Je ne confirme pas la véracité de ces images, mais je les ai eues de Brazza News. Jean-Louis, vous allez remarquer qu'il y a des bus derrière de couleur verte qui représentent bien les bus dans la ville de Brazzaville et les taxis. Voilà, ça se passe. Vous voyez déjà, M. Boumbeya, que ça se passe à l'instant. Vous avez même des curieux qui sont là sur le périmètre du danger. Ils ne veulent même pas s'éloigner de là. Alors pourquoi prennent-ils du plaisir à faire ça? Est-ce que vous ne voyez pas que le risque est croissant pour eux que de perdre leur vie? Bon, en fait, je continue à émettre des doutes sur l'image. Sur la Tiémé, je connais très bien le pont de la Tiémé. Oui. On devait avoir des bits tout le long de la voie. Alors, vous avez le son? Pour ma part, je pense que c'est une vieille image qu'on a pu relancer sur les réseaux sociaux. Bon, on sent que c'est en Lingala, mais nous ne savons pas si c'est Kinshasa, mais ça doit être Brazza parce que je vois des bus. C'est Brazzaville. C'est Brazzaville, mais je ne pense pas que ce soit le pont de la Tiémé. Voilà. Nous demandons donc à ceux qui suivent l'émission, je rappelle que nous sommes connectés. Alors, merci donc d'être venu sur ce journal de la communauté, monsieur, comment vous appelez, Landry Boumbeya, c'est cela, voilà. Alors, première question, je voudrais d'abord que nous parlions d'une actualité qui m'intéresse au plus haut point. De la libération de Jean-Marie Michel Mokoko. Je sais que vous travaillez beaucoup sur cette question. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce problème? Que se passe-t-il? On disait de lui qu'il devait être dehors déjà, mais nous voyons que les choses traînent encore. Bon, nous cessons de le dire. Jean-Marie Michel Mokoko, c'est un prisonnier personnel de M. Sassou Nguesso, parce que le dossier, il est vide. Et les Congolais attendaient, par rapport à son discours sur l'état de la nation, un geste fort de sa part. Et comme il a parlé de la sagesse, il a parlé de l'humilité, on pensait que M. Sassou Nguesso devrait faire acte d'humilité, de sagesse pour libérer le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui n'est pas d'ailleurs le seul prisonnier politique, il y a aussi l'ancien ministre André Okoumbi-Saïssa. Voilà. On n'a aucune volonté de la part du pouvoir de libérer. Ce sont des prisonniers personnels de M. Sassou Nguesso. Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion peut-être de lui adresser quelques mots ou de le visiter? Est-ce que vous avez pu faire cela? Bon, les visites, on a dit tout à l'heure que c'est un prisonnier personnel de M. Sassou Nguesso. Certaines personnes qui ont voulu le rencontrer ont reçu une fin de non-recevoir parce qu'il faut s'adresser au procureur. Il y a toute une procédure. De nombreux des fidèles de Jean-Marie Michel Mokoko à ce jour n'ont pas vu. Pour certains, ils utilisent certains mécanismes pour communiquer avec lui que je ne peux pas revenir ici. Absolument, oui. Parce que ça donnerait de la matière au pouvoir. Mais sinon, il y a des contacts avec lui d'une manière ou d'une autre. Et vous-même, vous n'avez pas peur, par exemple, de vous présenter au micro de Radio Congo Live en Chicago, ça ne vous fait pas vous ne prenez aucun risque à cela. Donc, on peut dire que la liberté d'expression est revenue à Brazza. Il n'y a pas de liberté d'expression, mais il faut quand même, même si nous sommes dans une dictature, il faut que les gens s'expriment. Nous devons nous exprimer. Malgré, oui, allez-y. Malgré la série de tracts que nous avons été obligés juste après l'élection présidentielle de 2015.
nous sommes là, on tient le coup, nous savons que nous prenons des risques de nous exprimer de la sorte, le risque est peur. Alors, vous-même, comme tel, est-ce que vous avez vécu, je ne sais pas s'il s'agit de vous, il y a un qui avait été empêché de prendre l'avion pour aller à un colloque. S'agit-il de vous? Non, c'est M. Trésor Nzila. Bon, oui. Voilà. Ah Le bon, voilà. directeur exécutif de l'Estudage. Personnellement, je n'ai jamais tenté de voyage à l'extérieur. Donc, les autres subissent. Vous avez le cas pour le Macaïa, par exemple, qui a été Oui, empêché absolument, oui. de sortir pour aller sur français. Alors, parlons maintenant de ce qui nous préoccupe aujourd'hui, notamment de l'affaire de l'érosion ou de l'écroulement de cette corniche. Alors, Bernard Pongui, peut-être un mot à monsieur, un salut à monsieur Landry. Ben oui, mais il faut déjà dire que je tiens à le saluer tout le courage qu'il a pris de venir le expliquer selon ce qu'il a constaté sur le terrain. Nous tenons à encourager l'ensemble de toute l'équipe qui travaille au Congo et qui n'hésite pas de venir dire la vérité sur la réalité. Donc, c'est ce que nous avons l'habitude de dire, c'est se lever à l'étape de l'esprit, de ne plus avoir peur de raconter ce que vous avez remarqué. Et c'est ça en réalité qui fera que tous les Congolais, ceux qui sont au Congo, prennent le courage de clamer haut et fort ce que les gens, la souffrance des populations. Donc, je tiens à dire merci à M. Landé pour son courage qu'il a eu pour venir expliquer au monde entier, à la diaspora, la situation réelle au niveau du Congo. Voilà, nous allons donc, je ne sais pas si je peux avoir les images, je ne sais pas si vous me les avez envoyées. D'abord, nous allons commencer avec le problème de l'insalubrité à Brazzaville. Vous avez toujours pris le temps de publier ces images-là aussi. La mairie de Brazzaville a des problèmes. Regardez tout ceci, monsieur Bernard Pongui, monsieur. Alors ça vient de vous, je crois, c'est des images authentiques. Ça, vous pouvez confirmer, non? Là, nous confirmons, c'est poteau-poteau. Alors, ce quartier, voilà, nous l'avons connu, il est resté tel, il n'a jamais changé. Que se passe-t-il ici? Vous avez tout cohabite ici, des voyous, des graffitis au mur, des ossuiers. Alors, que se passe-t-il au niveau de cette mairie de Brazzaville? Nous pensons à la mairie de Brazzaville, tout comme les autres mairies d'ailleurs, on a placé des personnes incompétentes à la tête et qui n'arrivent pas à gérer, parce que gérer, c'est aussi prévoir. Ils n'ont jamais prévu des mécanismes d'évacuation des eaux usées. Voyons que l'état des routes, l'insalubrité, c'est partout. On n'a jamais prévu des bacs à ordures devant chaque parcelle. C'est ce qui se faisait à l'époque, dans les années 80. Les chefs de quartier, chefs de bloc exigeaient à chaque citoyen d'avoir un bac à ordures devant chez soi où on mettait de la saleté. Cela. Mais on nous parle d'une société, comment on l'appelle, dont le nom est, je crois, Averda, une société de ramassage de voirie qui devait... La société Averda, c'est une société privée qui s'occupe de l'entretien. Son fonctionnement dépend du prélèvement de 1000 francs demi sur les salaires des fonctionnaires, qui a un matériel aujourd'hui qui est devenu vétuste, qui ne sont plus en mesure de tenir, d'assurer l'entretien de la ville. Nous avons, lorsque nous sommes rapprochés des agents de la Verda, il y a deux constats, il y a deux choses qui nous invitent. D'abord, les véhicules sont quasiment tout en panne. Secondo, vous avez le traitement des agents, ils sont mal payés. Le personnel a été réduit. À Verda, ne fait pas son travail comme il se doit. Alors, allez-y. C'est un contrat entre un privé et le gouvernement congolais, mais la mairie, si nous éteignons la mairie, c'est parce que la mairie a un service de voirie urbaine et rurale. Ils n'ont jamais fait leur travail. Si vous faites, nous aurons l'occasion de certainement de publier des images pour vous montrer les bennes et les déveleuses qui sont dans les chargeurs, qui sont dans ces différentes mairies. Mais, heureusement, ils n'arrivent pas à entretenir, assurer l'entretien de la ville de Brazzaville.
Alors, quelle est l'alternative finalement quand justement on constate que un opérateur économique privé, somme toute, qui a signé un contrat avec la mairie, n'arrive pas à faire son travail? Que doit-on faire? Encore qu'on peut soupçonner qu'il y a des gens du pouvoir même dans le système, dans cette entreprise, et qui sont l'entreprise n'est qu'une espèce de prête, non? Oui, c'est une espèce, comme vous l'avez dit, comme une espèce de prêtement. L'alternative, nous venons de le dire tout à l'heure, c'est que la mairie, le service de voirie doit fonctionner. Chaque arrondissement, il y a un service de voirie qui doit faire son travail correctement. Alors, je ne Puisque sais pas si... Oui, par le allez-y. passé, c'est la mairie qui assurait l'entretien de la ville. Le ramassage des ordures, le balayage des grandes avenues, c'était la mairie. Ils ont les moyens, ils ont un fonctionnement. Je ne sais pas à quoi ça sert. Sinon, c'est pour aller se pavaner dans les grandes capitales. Et même, ils n'ont jamais pris des exemples dans ces capitales. Les pays se pavanent pour ne rien faire. Je pense que lorsqu'on se déplace pour aller dans un autre pays, on doit apporter l'expérience des autres pour l'adapter à la situation de notre ville et de notre pays. Bernard Pongui, réaction? Éventuellement, le problème de l'insalubrité dans les villes du pays, c'est dû d'ailleurs, premièrement, il faut essayer de regarder l'éducation au niveau des populations. Et le deuxième point, il faut regarder la responsabilité des mairies. Donc, on peut dire de l'État, parce que les mairies sont coordonnées, sont sous un certain ministère, qui doivent se rassurer que les mairies font leur travail d'une manière normale, parce qu'il y a quand même des budgets qui sont alloués à ces mairies. Ces mairies perçoivent de l'argent, qu'il s'agit des récoltes au niveau des marchés, ainsi de suite. Donc, il y a la responsabilité partagée entre... Oui. D'ailleurs, il faut que les autorités réunissent les conditions qui vont permettre la collecte des ordures, et puis éventuellement trouver des véritables mécanismes pour disposer ces ordures-là. Et puis, l'éducation vient aussi dans le côté qu'on appelle le recyclage des ordures. Ça, c'est très important parce que le recyclage des ordures permettrait en ce moment-là de classer les ordures selon le type et de catégorie. Et ça, ça va aussi faciliter la récolte. Mais, moi, j'ai toujours dit l'État a une grande part de responsabilité dans les problèmes d'insalubrité dans toutes les villes du Congo-Brazzaville. Et ça, c'est d'ailleurs sur le premier point que nous devons tacler. Il s'agit, au cas du changement de régime, il faut que la propriété revienne dans les villes, l'éducation va être faite depuis l'école primaire, dans les marchés, et puis responsabiliser même les citoyens, encourager même les citoyens, comme on l'a fait dans un certain nombre de villes, je crois, en Chine ou au Japon. André, quand vous ne parlez pas, vous pouvez fermer votre micro là, parce qu'il y a du bruit chez vous. Donc je disais, la responsabilité est peut-être même partagée. On pouvait même encourager les citoyens, c'est-à-dire à dénoncer ceux-là qui vont commencer à déverser des ordures sur la place publique. Et puis, il faut essayer aussi de regarder comment on peut récompenser ceux-là qui viendront avec des réclamations. Parce que c'est un programme, en fait, qu'il faut mettre en place pour encourager les gens à dénoncer ceux-là qui déversent les saletés ou les ordures dans les places publiques. Voilà. Et voilà. Donc, ça serait un programme d'encouragement et ça va encourager éventuellement l'assainissement des villes. Mais l'État doit assurer un rôle très important pour pouvoir réaliser cela. Éventuellement, venir avec des projets de loi qui seront appliqués. Donc, voilà. Voilà, Bernard Pongui, oui, à propos, il y a le problème d'éducation, monsieur Landry. J'ai le triste souvenir de cette poubelle du plateau de 15 ans. Je ne sais pas si elle existe encore, qui cohabite jouxte le marché plateau. Vous connaissez cet endroit, j'espère. Alors, cette décharge qui cohabitait avec la marchandise, notamment le poisson vendu dans ce marché, mais n'était pas nécessairement par la faute de la mairie, par celle des populations qui ne respectaient pas les consignes des services de voirie. Alors donc, aussi bien nous parlons de la population, nous incriminons cette mairie, mais nous constatons qu'effectivement, les gens ne sont pas du tout sérieux. Il faut voir comment ils se comportent. Les décharges que je vous ai montrées, M. Moubeya, sont aussi par la faute de nos populations qui ne respectent pas les règles élémentaires d'hygiène. Je n'ai pas envie de citer, d'aller dans les détails, parce que j'ai beaucoup de respect pour nos populations. Est-ce que vous ne voyez pas que de ce côté, il y a un travail que vous aussi, vous devez faire?
Effectivement, il y a un travail que nous faisons, c'est celui de l'éducation des citoyens sur la citoyenneté, parce que la citoyenneté, c'est aussi la propriété. Lorsque vous évoquez le cas spécifique des marchés, les enquêtes que nous avons menées sur le terrain font état d'un comportement qui découle du paiement des taxes. Pour ces femmes qui vont dans le marché, quand ils ont payé leurs taxes, ils ont la taxe de la salubrité. Lorsqu'ils l'ont payé, ils attendent en retour que la mairie ou le comité de marché fasse son travail. Et c'est ce que nous voyons lorsque la société privée Verda a commencé. Chaque soir, dans la plupart des grands marchés, ils étaient en train d'assurer l'entretien. Les commerçants venaient vendre, vous pouvez laisser de la saleté, mais le lendemain, trouvaient leur table propre. Il y a un sérieux problème parce qu'au Congo, tout le monde est chef. Et lorsque vous avez des populations qui ont perdu, ou vous avez l'État qui a perdu son autorité devant la population, rien ne peut se faire. Comme je peux le dire, que le poisson pourrit par la tête. Et l'éducation sur la salubrité commence par la tête. Oui. Nous ne nous sommes pas permis de faire des images sur la clôture. Je prends la clôture par exemple de la présidence, que ce soit du plateau ou de là, vous constaterez, si l'occasion, si d'autres citoyens peuvent le faire, vous allez voir, même les murs de la présidence du Congo-Brazzaville sont sales. Ah bon? Est-ce que là, il s'agit des populations où c'est la présidence de la République qui a un service qui s'occupe de ça? Voilà. Nous allons donc passer rapidement, le temps presse. Vous savez qu'à Brazzaville, le crédit, il coûte très cher et donc nous ne pouvons pas vous présenter en gros plan. Toujours est-il que nous avons un enregistrement sur lequel vous aurez ce gros plan. Je vais donc rapidement voir si on peut faire une vidéo qui défait la chronique, notamment la vidéo sur voilà, Bernard Pongui. Vous avez donc cette vidéo qui nous montre l'écroulement de la façade ou du côté est de la corniche de Brazzaville. Première question, pendant que vous avez ces images, Bernard Pongui, Monsieur Lumbeya, est-ce que ces travaux étaient opportuns? Est-ce qu'il y avait là la nécessité justement de construire cet ouvrage d'art, pour ainsi dire? La nécessité de construire cet ouvrage d'art s'imposait. C'est maintenant quel est le coût de ces ouvrages. Alors, à la lecture, sinon par rapport aux informations que nous avons, notamment à l'inauguration de cette corniche, on nous a dit que cette corniche a coûté, donc la partie qui s'est affaissée jusqu'au pont, ça a coûté 72 milliards. 72 milliards de francs CFA. De francs CFA. Oui. Avec les 72 milliards, on aurait réalisé beaucoup de choses. Et je ne pense pas, même si je ne suis pas ingénieur en pont et chaussée, que cette voie ou cette corniche, ce viaduc puisse coûter 72 milliards. Donc, nous sommes devenus champions du monde en surfacturation. Cette route est l'une des preuves qu'au Congo, la surfacturation, c'est devenu un mode de gestion de l'État. Alors, Bernard Pongui, je m'arrête ici à cet endroit. Quelles sont, selon vous, la lecture technique que vous pouvez faire de ce que nous voyons, notamment? Bon, Monsieur Dean Lewis, je tiens tout d'abord aussi à signaler à vos auditeurs que Bernard Pongui n'est pas un ingénieur spécialisé en pont et chaussée, mais dans ma parcours d'ingénieur en génie mécanique, j'ai fait des cours, ce que nous appelons la résistance des matériaux. Oui. Donc, dans la résistance des matériaux, on essaie de regarder la structure des ponts aussi, comment les ponts fonctionnent d'une manière générale. Mais je vais rapidement donner une idée au peuple congolais et à tous ceux qui nous regardent. Quand vous regardez la structure, vous allez d'ailleurs vous rendre compte, c'est quoi un viaduc? Quelles sont les grandes parties qui constituent un viaduc? Vous avez, dans l'image que vous projetez, la partie haute, comme si vous avez des barres d'acier qui sont à la hauteur élevée par rapport à la surface d'eau. Cette partie, la partie d'en haut, on les appelle des pylônes
d'une manière générale en construction. Et quand vous voyez ces pylônes-là sont attachés aux câbles. Aux câbles. Ces câbles, vous le voyez de l'autre côté du pylône, de part et d'autre du pylône. Donc, ça constitue comme un angle de 30 degrés par rapport à la verticale de deux côtés. Et ces câbles-là, on les appelle des haubans en matière de construction, des haubans. Donc, le rôle du pylône et des câbles ici et des haubans, c'est de supporter le tablier. Le tablier, c'est ça qui supporte le tablier. Le tablier, c'est là où passent les véhicules, les passagers, parce que ce viaduc, il est routier, il est aussi piétonnier. Donc, il y a aussi des piétons qui peuvent marcher là-dessus. Bon, il faut voir la partie d'en bas, c'est des piles. C'est des piles, c'est des colonnes qui supportent donc toute la structure. Et de part et d'autre du viaduc, donc la partie terre, vous avez ce que vous avez l'habitude d'appeler des culées. Et des culées, ce sont des parties du viaduc qui supportent le pont d'une manière générale, mais du côté de la rive. Donc, dans ces endroits-là, on peut parler que tout cet endroit, on peut le dire que c'est la partie du culé. La partie du culé. Donc, ça fait partie intégrale du viaduc. Et si vous aviez les parties du culé qui ne représentent plus leur résistance appropriée, mais ça veut seulement dire que dans les jours qui vont venir, nous allons nous arriver à la démolition complète de tout le pont, d'une manière générale, donc du viaduc. Mais à la grande lecture, quand vous essayez de regarder, vous allez constater qu'il y a un mur, qui est là où il y a des grilles blancs, peints en blanc. Oui. Ouais. Ce mur-là, ça s'appelle le mur de soutenement. Donc, ce mur-là, c'est comme le périmètre de sécurité pour supporter la structure d'une manière générale, pour éviter que les eaux du fleuve Congo viennent endommager la structure ou viennent affecter les matériaux de la structure. Un instant, je crois que j'ai une batterie qui est faible. Oui, alors pendant que vous arrangez, Monsieur Mbaya, vous êtes là? Oui, je suis toujours là. Alors, oui. vous avez vu ceci, c'est quoi? C'est du sable ou de l'argile ou une terre régulière, là, ce que je vois ici? C'est une terre régulière. Et dans ce type de construction, puisque nous sommes là dans une zone marécageuse. Oui, parce que pour ne pas vous couper, je vous ai suivi. Il y a eu une petite discussion, je crois, entre vous et quelqu'un d'autre sur quelle est la nature des matériaux qu'on devrait utiliser, quelles sont les couches. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette petite discussion que vous avez eue et qui m'a paru très intéressante? En fait, nous sommes sur une zone marécageuse. Et pour la construction des routes dans une zone comme celle-là, c'est de mettre en avant du sable qui devait être compacté plusieurs fois et passer peut-être une année ou deux, puisque c'est un ouvrage qui est appelé à être un ouvrage pérenne. On devait attendre peut-être 5, 6, je ne sais pas combien de pluies, combien de mois, pour observer le comportement des eaux avant de pouvoir mettre d'autres couches. De l'autre côté, nous constatons que la voie, là où s'arrête cette barrière, que monsieur pour nous, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne suis pas technicien, mais il manque une digue. La digue devait partir du sous-sol pour remonter afin de protéger un éventuel écoulement de la route. Non, rien prévu, ça a été fait, comme on l'a dit, c'est un travail fait par des petits ingénieurs des coins de rue de Pékin. Notamment le bâclage. Le bâclage, c'est du travail purement bâclé. Alors, nous revenons sur Bernard Pongui. Vous aviez dans une vidéo qui m'a paru technique, essayé de stratifier cela, donc parler des couches, notamment quand vous reprochez à M. Bouya de construire des routes qui ne durent pas. Vous parliez d'une espèce de niveau de couche qui devrait sous-tendre ou soutenir la couche superficielle. Alors, est-ce que tu peux, Bernard Pongui, en quelques secondes, revenir sur cette idée qui nous paraissait à l'époque intéressante? Allez-y. Jean Louis, ce que vous devez comprendre que en matière de construction, avant de construire une structure comme celle-là que nous sommes en train de regarder,
il va falloir d'abord faire des études géologiques qui permettraient déjà de déterminer le type de sol que nous avons, quelles sont les quantités d'eau qui sont dans cet endroit. En anglais, on appelle ça, on fait les études de borehole. Donc, ça dit ici qu'on fait des perforations pour étudier le type de sol, le matériau, la résistance des sols et apporter, sélectionner le type de béton, le type de matériaux qui vont être utilisés pour solidifier la structure. C'est comme ça que ça se fait. Donc, en Occident, on arrive à faire des constructions. Par exemple, la Grande Muraille de Chine, vous connaissez, elle était longue, elle est restée là des décennies, ça n'a jamais montré des signes de faiblesse ou de fêlure, comme on dit, ou de la cassure, vous voyez. Donc, c'est dû aux études géologiques. Donc, il y a des géologues qui sont impliqués, il y a tout le matériau qui est impliqué, et on sélectionne le matériel. Une fois que le matériel sont sélectionnés, les ingénieurs viennent avec des calculs par rapport au type de ces sols, et on va donc parler ici des compactions. Il s'agit simplement de sélectionner du matériel, par exemple du sable qu'on peut déjà compacter à une certaine pression, vu la structure géologique que nous avons, vu aussi le milieu sismique que le Congo se retrouve, ou cette zone du fleuve Congo, quels sont les risques sismiques, parce que dans chaque zone du monde, il y a ce qu'on appelle le coefficient sismique, qui en termes de SA 0,2, on essaie de calculer ça. Et ça, ce sont des calculs qui se réalisent par des géologues. Une fois que c'est connu, on connaît la structure, le type de sol, le type des quantités d'eau, le type des terres, ainsi de suite. Et on se décide de faire la sélection des matériaux. Et ça permet de faire des compactions. Compactions, c'est simplement la compression des surfaces de matériaux. Des couches, notamment pour... Voilà. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de raser toutes les couches faibles. Par exemple, de l'argile, on enlève, jusqu'à ce que parfois on atteigne la couche mère, qui est généralement en termes de construction, on appelle le rocher. Et on essaie de compiler des matériaux par rapport à ça. Et une fois qu'on arrive à obtenir des pressions nécessaires, par exemple pour la compaction qui est reliée au sable, on essaie maintenant de placer des couches d'isolation pour ne pas permettre aux eaux de venir pousser les autres couches qu'on va mettre au-dessus des premières couches de compaction. Et tout ça, ce sont des calculs réalisés par les ingénieurs. Et une fois que c'est réalisé, on se rassure donc de poser du gravier, ce que nous appelons des conglomérats, de n'importe quel type. La taille aussi est calculée. Est-ce que c'est le type de 3/4 inch? Inch en anglais, c'est pound, en français, c'est pouce. Vous voyez, donc de 3/4 de pouce, et ainsi de suite. Et donc, on augmente. Ça, ce sont des calculs réalisés par les ingénieurs. Et une fois que c'est réalisé, on se rassure de la pression de compactage par rapport à la coefficient, au coefficient, par exemple, au coefficient sismique de la région. Et on se rassure que nous pouvons donc en ce moment bâtir les murs, les structures, poser les pilons, les piles que nous avons ici, poser le tablier, sélectionner du matériau qui va donc, des matériaux qui vont résister à l'eau, qui va résister au mouvement de terre dans le cas où le sol bougeait. En cas de tremblement de terre, par exemple, nous faisons face aux zones humides ici, qui vont résister au glissement des terrains, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on arrive à bâtir une infrastructure qui dure 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et comme vous avez le pont du Djoué, comme par exemple le pont du Djoué. On le dit depuis 30 ans déjà, mais il est intact. Exactement. Donc, ça demmontre encore qu'il y a eu des gens qui ont fait le calcul réel. Et puis, on dit, Louis, il n'y a pas que ça. Donc, derrière les murs des bureaux d'ingénieurs, on fait ce qu'on appelle des simulations. On fait d'abord le design 3D de la structure. On le fait passer aux ordinateurs. Donc, on fait des simulations. On fait des simulations pour étudier la résistance des matériaux. Et quand on fait ces simulations, en faisant bouger la terre, en essayant de faire jouer au vent à la vitesse, par exemple, de 100 km/h, ainsi de suite. Et si on se rend compte que les logiciels vous disent le point exact de faiblesse de la structure, et on essaie d'améliorer la structure en choisissant ou en remplaçant les matériaux qu'on a initialement sélectionnés,
et jusqu'à ce qu'on fait encore des simulations, on se rassure et on va passer aux étapes suivantes de la construction. Alors, et là, nous avons… On va avancer, Bernard Pongui, on va avancer, le temps presse. Je voulais donner la parole à celui qui a été sur les lieux. Alors, monsieur Moumbéa, ce que je vois de l'autre côté, notamment ce mur de l'état-major, donc ça devait être fait par des colons, ceci. Alors, quelle est la particularité de ce que nous voyons ici à droite? Comment ceci a pu résister pendant des décennies? Effectivement, on a placé une digue avant de lever le mur. Donc, le plus simple possible, vous voyez qu'il y a une digue oblique et on a compacté toute la théorie que venait de nous faire, que venait d'étaler M. Bernard Pongui, a contribué à ce que le mur tienne. Donc, quels que soient les aléas de la nature, ce mur, cette partie du ministère de la Défense va résister longtemps. Et ça a été fait par des Congolais ou des Français? Bon, nous n'avons pas la bonne information, mais selon ce qui nous avait été rapporté, c'est une partie par les Congolais, une partie par les colons français. Oui, je crois que le génie militaire est passé par ici. Alors, nous allons… Louis, j'aimerais simplement ajouter par rapport à la digue, la théorie de la digue ici, c'est en matière de construction, même quand on bâtit des maisons, même dans nos maisons que nous construisons, le rôle des trois doigts on essaie d'écarter l'eau des murs. Écarter l'eau des murs veut dire canaliser les eaux, retirer les eaux des autoroutes. Parce que si vous gardez l'eau dans un endroit spécifique, l'eau va frayer son chemin. Il va chercher à pénétrer au niveau de la structure. Voilà pourquoi les routes sont construites, par exemple, avec l'inclinaison de 1 degré ou 1,2 degré pour éviter que l'eau se stagne au milieu de la route. Donc, on essaie de ramener l'eau dans les bordures et collecter ces eaux, canaliser ces eau au niveau des digues et donc envoyer ces eaux-là vers les centres de traitement dans des pays industrialisés ou encore vers les bassins versants ici, dans notre cas, sur le bassin du Congo. Voilà pourquoi vous avez vu le mur de l'autre mur que vous avez montré. Il y a une digue, les eaux ont été collectées et récupérées, envoyées dans un point de chute. Mais vous allez remarquer que sur ce chemin de la corniche, ils n'ont pas prévu le mécanisme de collecter les eaux. Hein. Si vous voyez un peu là où les piétons passent, il n'y a pas vraiment une possibilité de collecter ces eaux. Et donc, ces eaux-là vont se frayer des chemins. Voilà pourquoi nous avons vu des points de fissure déjà quand ils étaient en construction. Et encore, il faut dire qu'on n'a même pas vu des messes métalliques au niveau de ces dalles de béton. Voilà. Hein. C'est comme si c'est juste du béton comme ça qu'on a mis du ciment. Il n'y a pas eu de mèche pour soutenir en fait en réalité la partie piétonnière là qui venait donc de s'effondrer. Alors il n'y a pas que ça, Monsieur Moumbéa, vous voyez ces images, voilà. Alors Bernard Pongui ou Moumbéa, comment expliquer ceci? Le glissement de terre. Moumbéa, allez-y. Non, allez-y, je vous suis. Bon. Et ça, c'est la furie de la nature, non? Est-ce que ça, c'est imputable à Sassou ou à son gouvernement, ça? Loïs, on vous le dit, au départ, nous avons vécu au Congo, on n'a jamais vu ce genre de choses. Pourquoi ça s'est créé? C'est parce qu'il n'y a pas eu des problèmes, il n'y a pas eu l'aménagement urbain au Congo. Hein? Il n'y a pas eu, en réalité, des phénomènes d'urbanisation qui consistent à collecter les eaux usées, à construire des égouts ou des canalisations. Vous avez la nature, hein, l'eau, hein, d'une manière générale. Si vous ne lui donnez pas le chemin à suivre, mais l'eau va se frayer son propre chemin. Oui. C'est le cas que nous sommes en train de voir. On a négligé les eaux au niveau, ou encore les constructions. Hein, ils ont tripatouillé des constructions au Congo. Et toutes ces constructions-là, on n'a pas prévu des canalisations nécessaires, des points de chute. Et l'eau a frayé son chemin. Et c'est là que nous sommes en train d'arriver à ces phénomènes d'érosion créés par des eaux qui n'ont pas été conduits vers le point de chute. Alors, M. Moumbéa, les informations disent qu'il y aurait une société chinoise qui, en amont, aurait fait des activités qui causent justement l'ensevelissement. Comment expliquez-vous ça?
qu'il y aurait une société chinoise en train d'entreprendre des activités en amont vers les Sadelmi et autres, et dont les décharges d'eau seraient à l'origine de ce qui se passe en aval, notamment le secteur de l'état-major et autres, la mairie. Avez-vous eu cette information? Oui, mais vous savez, au Congo, on accuse maintenant trop les Chinois. De ce côté, ce sont les constructions de la zone de Sadelmi, c'était le 17, parce que le premier ennemi de la route, c'est le premier ennemi d'une construction, c'est l'eau. Les gens se sont installés d'une manière ou d'une autre dans la zone de Sadelmi. C'est sur une sorte de colline. Oui. Et le quartier, la base, est en bas. Alors, il se trouve que chaque personne construit sa maison que la personne pense. Il n'y a pas de canalisation pour recueillir ces eaux, comme venait de le dire M. Pongé, pour évacuer vers un bassin reversant. Donc, les eaux qui tombent, nous sommes à Sadelmi, c'est une structure de sol qui est sablonneux, une structure sablonneuse. Parce qu'il y a un élément que vous devez savoir que Brazzaville, dans la ville de Brazzaville, il y a deux structures de sol. Il y a un type de sol qui est sableux argileux dans la partie sud et il y a un type de sol qui est sablonneux, c'est la partie nord. Les zones à risque, c'est plus les zones des quartiers nord. Et si l'on fait attention, vous allez constater que même les colons, lorsqu'ils ont construit plus dans la partie sud que dans la partie nord, parce qu'ils avaient tenu compte de la qualité et du type de sol. Alors, lorsqu'il y a pluie, vous êtes dans une structure sablonneuse telle que Ngamakosso, les eaux emportent le sable. Donc, ceux qui sont en haut de la colline subissent des érosions et ceux qui sont en bas de cette colline subissent l'ensablement. C'est ce que nous constatons à Sadelmi. Lorsque il y a glissement de terrain au niveau de Sadelmi, l'eau emporte le sable et ça descend vers le quartier La Base, notamment le quartier Lambe, et les maisons sont englouties dans le sable qui vient d'en haut. Mais la cause principale, c'est le manque de canalisation de ces eaux. Alors donc on revient... C'est vrai que les Chinois ont creusé à certains endroits pour réaliser des ouvrages. Aussi, l'État n'a pas fait son travail parce que lorsqu'on aménage un quartier, on doit prévoir des canalisations. On construit des routes sans canalisation et bien, lorsqu'on a construit des canalisations, vous voyez que c'est des canalisations de forme. Alors donc la responsabilité... la responsabilité première, c'est la responsabilité de l'État qui ne sait pas comment recueillir les eaux et comment les évacuer. Les rares le problème du cadastre, justement, c'est celui-là? Le problème du cadastre, ils ne savent pas où évacuer ces eaux. Lorsqu'on crée des caniveaux, vous constatez qu'après un certain temps, lorsque vous êtes dans le quartier comme la Wenze, vous voyez que les eaux sont, même en saison sèche, il y a des eaux stagnantes. Alors, nous allons mis des caniveaux juste pour la forme, il n'y a aucun bassin versant. Ces zones ne sont versées nulle part. Alors, nous allons maintenant parler du problème. Nous allons terminer cette émission avec la prise en charge des populations. Comment ce gouvernement se débrouille-t-il à faire que, au plus vite, d'abord que les populations qui sont dans les zones à haut risque soient évacuées? Est-ce qu'on parle même de ça? Personne n'en parle. Nous l'avons dit il y a quelque temps. Oui. Avec la rapidité avec laquelle ils ont pu résoudre le problème de la corniche. En 2 jours, ils ont mobilisé 2 milliards. 2 milliards pour refaire la corniche. Pendant ce temps, lorsque nous prenons les populations qui sont dans le quartier Lambe, ils subissent l'ensablement depuis 2012, le gouvernement nous dit non. À Moumi, toujours dans Filou, la route a commencé à se dégrader depuis 2014, le gouvernement nous dit non. Massénou, Makabandilou, les populations souffrent, et même dans ces zones où certains dignitaires du pouvoir vivent, personne ne dit non. On n'a pas vu une action quelconque des autorités municipales comme des autorités gouvernementales se dépêcher au chevet de ces populations qui souffrent. L'assistance, c'est entre une population, les voisins qui subissent et les autres, compatis à leur douleur.
Toutes mes excuses, j'ai quelques problèmes de son ici. Allez-y, allez-y. Oui, je disais que les populations sont laissées pour compte, puisque les gouvernants ne se retrouvent pas. Ils n'ont pas le souci de la population, ils s'en foutent hermétiquement. C'est un gouvernement que moi j'appelle un gouvernement irresponsable. Alors, donc, gouvernement démissionnaire. Alors, Bernard Pongui, votre mot de la fin, que proposez-vous? Que doit faire le gouvernement? Vous êtes aussi au Canada en matière de catastrophe. Quel est le premier réflexe d'un gouvernement responsable? Bon, mais vous savez, Dino Luis, les gouvernements occidentaux, par exemple celui du Canada, ce que nous appelons des fonds d'urgence, hein, des fonds d'urgence qui sont là spécialement pour des phénomènes pareils. Hein. Donc, si ça se passerait ici, la première des choses que ce gouvernement du Canada ferait, c'est de fermer déjà ce viaduc-là hein, pour sécuriser les populations et les biens. Et deuxièmement... Je crois qu'ils l'ont fait, hein, je crois, M. Moumbé. Bon, voilà. Et puis déplacer les populations qui sont autour, hein, ou les populations victimes de ces phénomènes d'inondation. Parce qu'il faut le dire, hein, Dino Luis, il y a quelque chose peut-être que nous ne regardons pas très, très loin. Il y a des phénomènes d'épidémie hein, qui vont arriver dans les jours à venir. Si ça n'arrive pas aujourd'hui, demain, avec, vous connaissons nos toilettes, hein, les toilettes du Congo, avec les inondations. Donc, toutes ces l'eau rentre dans nos toilettes ordinaires, les matières fécales se répandent dans toute la ville. Et personne n'est épargné. Qu'il s'agit des étrangers qui viennent chez nous, des diplomates, personne n'est épargné. L'air sera pollué, le vent va bouger les bactéries d'un point A à un point B, des phénomènes d'épidémie vont se répandre, ça c'est clair. Mais vous allez constater une chose, Dino Luis. L'engagement du régime Sassou, le gouvernement de Sassou, qu'est-ce que ce gouvernement a fait? Ils ont tout de suite parlé de décaisser 2 milliards au trésor public congolais pour refaire la route, alors qu'ils ne connaissent pas encore les véritables, ils n'ont pas encore fait les véritables études hein, pour chercher à savoir quels sont les points et les stratégies pour solidifier cette route. Mais ce qui est plus important, c'est l'argent qui sort. Pourquoi l'argent là va sortir? C'est pour continuer à faire verrouiller, fonctionner la machine de la corruption au sein de ces mêmes entreprises. Il s'agit de l'entreprise chinoise qui est sous la gouvernance de Sassou Denis et de Bouya Jean-Jacques, ça c'est le premier point. Et puis l'entreprise française qui a fait les travaux d'inspection, qui a approuvé, qui a mis sa signature pour dire oui, la structure est prête pour être utilisée. Vous voyez? Donc, ce sont ces entreprises-là qui seront là encore à se sucrer. Donc, on construit, on continue, on construit, ça se casse, on sort encore l'argent. Donc, les réparations vont coûter une fois plus cher que la construction initiale. Donc, vous comprenez que c'est un système de cash flow qui consiste à saigner les caisses du trésor public congolais au profit des politiciens et des compagnies véreuses qui travaillent avec le régime Sassou. Mais les populations, on ne tient pas compte d'eux. On s'en fout éperdument des populations. À chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est ça que nous sommes en train de condamner. Pour Bouya et Sassou, ils vont continuer à tapoter dans le trésor public congolais. 2 milliards, mais ça c'est encore le début. On vous parlerait des multimilliards. Mais on nous avait dit que le pont avait été reçu temporairement, la route avait été reçue temporairement. Donc, l'entreprise chinoise et française devait se rassurer de réparer la route. Pourquoi l'argent va encore sortir du trésor public congolais? Nous pensons que les 2 milliards devaient servir à s'occuper des populations qui sont victimes de ces inondations causées par ces autorités qui n'ont aucune vision de la nation, qui n'ont aucun sens de ce qu'on appelle le patriotisme de ce pays-là. Et voilà comme nous demandons les populations à être très vigilantes et éventuellement de comprendre que c'est le moment de shifter, sinon ça sera l'hécatombe du Congo et leur propre hécatombe. Alors, M. Moumbéa, vous aurez le dernier mot. Vous voyez derrière moi le pont que vous voyez là? Oui. Mais ça a été construit par moi. Il dure des siècles déjà, ce pont-là. Il dure des siècles. Hein? Allez-y, vous avez le dernier mot. Est-ce que vous enfoncez le clou? Êtes-vous optimiste pour voir que d'ici peu, le gouvernement peut mener une action beaucoup plus vigoureuse pour régler ce problème au plus vite? D'abord, le problème de la corniche et des populations. Je pense que le gouvernement, quel que soit ce qu'ils pourront faire,
c'est un gouvernement qui a montré ses limites. Ils ne pourront rien faire si au bout de 35 ans de système, ils n'ont rien fait. Ce n'est pas en 5 ans, 10 ans qu'ils pourront faire quelque chose. Si avec les budgets de 5 000 milliards, Brazzaville, en passant, avait subi 2 municipalisations accélérées qui ont coûté plus de 1 000 milliards, si avec ça, ils n'ont rien fait, ce n'est pas avec 2 milliards qu'ils pourront faire quelque chose. La priorité de ce gouvernement, ce n'est pas la population, mais c'est plutôt s'enrichir pour eux-mêmes. Voilà pourquoi, comme je venais de le souligner, M. Fournier, c'est que dès lors que le problème de la corniche s'est imposé, ils ont couru parce qu'ils savent qu'ils vont encore se goinfrer, ils vont encore s'enrichir sur le dos des Congolais. Les 2 milliards auraient servi de résoudre le problème de Filou, de Massengo, Makabandiro, refaire les routes. Mais pour eux, ce n'est pas ça. La priorité, c'est la conservation du pouvoir. Et ils n'en ont que foutre de la population. La priorité, c'est s'enrichir, rester au pouvoir autant d'années qu'ils le peuvent. La population, ce n'est pas une priorité pour eux. C'est le cadet de leurs soucis. Voilà. C'est donc la fin de ce joint à la communauté. Je vous remercie infiniment pour votre disponibilité. Au plaisir de vous retrouver dans les tout prochains jours. Merci beaucoup. Merci. Voilà.